Bien, mais on va débuter à l'heure parce que j'aime bien, bien, bien qu'on tienne le temps pour donc accueillir Jean-François Condette. Vous avez tous reçu, grâce au lien d'inscription, une liste de ressources très costaud. On sent l'université. Et, et donc, vous aurez vraiment de quoi vous continuer votre recherche sur le sujet. Euh, on l'habitude est que dans un premier temps, il y a une présentation de l'invité, donc Séverine va s'en charger. Dans un deuxième temps, l'invité, donc Jean-François Condette, nous expose le sujet donc sur les vulnérabilités enseignantes, point de vue de l'historien sur deux siècles, un passé. Et puis, après une heure à peu près d'exposé, on aura un temps d'échange, c'est-à-dire que vous posez des questions via le chat, nous en ferons le relais. Et Jean-François Condette reprendra et répondra à vos questions. Et nous arrêterons pile à 19 heures pour être très correct. Voilà. Donc, si vous recevrez tous, ah oui, très important, vous recevrez tous inscrits et participants le PowerPoint, vous avez la liste des ressources, vous aurez aussi l'enregistrement. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui s'inscrivent pour être sûrs d'avoir l'enregistrement. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir être branchés à la bonne heure, mais ils auront l'enregistrement. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde. Et Séverine, on t'écoute. Écoute, merci Anne-Marie. Ça va, vous m'entendez bien tous? Oui, Donc, si vous m'entendez bien, ça devrait être bien bon pour les personnes. Donc, bonjour à toutes et tous. Alors, bon, moi, je suis ravie de présenter aujourd'hui Jean-François Condette. D'abord parce qu'on se connaît, parce qu'on a eu même l'occasion de travailler un peu ensemble, on va dire, quand j'étais à Lille, à l'Université de Lille. Vous l'aurez compris, Jean-François Condette vient du Nord, et donc il vient de Lille et de l'Université d'Artois, plus précisément, comme vous avez pu le lire dans les documents. Alors, nous, on s'est rencontrés aussi. Ce que j'ai apprécié chez Jean-François Condette, c'est non seulement ses écrits et ses recherches, c'est aussi la manière de faire la recherche en histoire, parfois sur des terrains. euh, Peu, voire jamais, on peut le dire, exploité comme, comme les élèves, l'histoire des élèves. Et pour moi, c'est vrai, c'était vraiment important de travailler sur des acteurs, les acteurs de l'éducation et des acteurs qui sont parfois, et c'est dur de travailler sur les élèves en fait, hein, pour te trouver des documents sur les élèves. Donc là, c'est là aussi où on s'était rejoint avec Jean-François. Et puis, je viens de dire aux doctorants, si on n'a pas lu dans sa thèse, quand on fait son doctorat, si on ne s'est pas référé aux écrits de Jean-François Condette, eh bien, il me semble que ça va être difficile parce que si on travaille sur la formation des enseignants, si on travaille sur les recteurs, sur les cadres d'éducation, alors je le dis pour la recherche, hein, mais je pense que quand on est enseignant, si même on n'a pas ce regard historique sur la formation des enseignants, comme a pu le présenter Jean-François Condette, eh bien, on peut pas mettre les choses en perspective avec aujourd'hui. Et je sais qu'il y a des projets en cours qui sont des projets dont nous reparlera peut-être dans la discussion notre cher invité aujourd'hui. Les projets qui sont celles de la formation d'aujourd'hui. On sait que la formation, elle bouge. Alors, il y avait une réforme qui apparemment, voilà, elle est en stand-by. Donc, en tout cas, je trouve que relire même l'ouvrage sur la formation des enseignants au 19e et 20e siècle, qui est sorti en 2007, donc ça fait déjà un petit moment, mais de le relire et puis de le remettre en perspective, c'est tout à fait intéressant. Donc, vous verrez effectivement, comme tu l'as dit, Anne-Marie, il y a une biblio qui est riche, parce qu'il y a un parcours de chercheurs aujourd'hui qui est riche, qui est riche aussi dans les écrits, mais vous le verrez dans la présentation. Et aujourd'hui, le thème sur les vulnérabilités, c'est important pour nous et à plus d'un titre, Jean-François, parce que tu as ici de présent avec Thibaut et moi-même des chercheurs qui ont créé une équipe de recherche au sein de l'Institut catholique qui est l'équipe Fragilité et Institutions et qui travaille sur les vulnérabilités au sein des institutions. Donc, ça nous intéresse, si tu veux, à plus d'un titre.
Donc, je te remercie pour ça. Et puis, parce que tu pourrais contribuer à notre ouvrage collectif qui est en train de se faire sur la vulnérabilité dans les institutions, enfin les vulnérabilités. Le titre, c'est les visages des vulnérabilités. Et il me semble que là, on va avoir des éléments extrêmement importants sur le métier d'enseignant et son évolution aujourd'hui. Donc, alors, c'est pas que les enseignants, tes travaux, bien évidemment, c'est le système éducatif dans son intégralité. Et je voulais aussi parler, juste pour finir, bah, des thèses que tu as dirigées, et notamment de celle de Christine, qui est importante, Christine Fauquenois. On a reçu aussi à l'ICP. Donc, il y a des liens hein, qui sont importants pour nous à construire entre toi, tes doctorants et nous. Christine, c'est important parce que c'est quand même une très belle thèse qui a été publiée au Septentrion en 2021 sur les surveillants généraux. Donc, tous les cadres qui nous écouteraient, les cadres d'éducation, c'est pareil. Hein, ça fait partie pour moi, des documents, enfin, des ouvrages phares d'une formation. Et on sait combien à l'INSPE d'Artois, je pense que ça s'appelle l'INSPE d'Artois, c'est C'est toujours ça, l'INSPE de Lille. l'INSPE de Lille. Bon, ben, d'accord. À l'INSPE de Lille, on sait que voilà, t'es dans cette formation aussi des CPE. Et donc, voilà, on voit qu'il y a un lien entre ce que tu formes toi aujourd'hui à l'INSPE et puis tes travaux de recherche. Donc, voilà, je dis bienvenue à tout le monde et on s'apprête, mais voilà, moi je suis dans mon fauteuil et je suis tellement heureuse. Je vais te dire que Thibaut est comme moi, on est plusieurs à la faculté d'éducation ici et de formation à militer voilà, pour que tu sois là aujourd'hui, pour t'entendre. Et pour tout cela, je voulais te remercier pour avoir accepté voilà, et de nous présenter cette si belle conférence avec ce si beau thème. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Merci Séverine et merci aux organisateurs. Donc, vous m'entendez? Je vais mettre le PowerPoint en route, voir si ça marche. Ça marchait tout à l'heure. Donc ça marchait tout à l'heure. Donc normalement, il n'y a pas de raison. Ça marche. Ça marche. Donc je voulais ouais, vous remercier toutes et tous pour votre invitation. Signaler bien évidemment que je vais intervenir là pendant 1 heure sur les vulnérabilités enseignantes au regard de l'histoire de l'éducation. Donc, le terme de vulnérabilité dans les archives, on ne le trouve pas, hein, évidemment. Donc ça a été tout un débat quand on a publié le bouquin. Et dans le bouquin, d'ailleurs, on a mis difficulté, parce que vulnérabilité, c'est un terme qui est beaucoup apparu dans les années 1990 et après. Donc ça, je voulais quand même le signaler au départ. Et puis, donc après, si je peux, je vais voir si je peux passer. Ouais. Donc, tu l'as dit, donc je vais pas trop insister là-dessus. C'est la thématique principale sur laquelle on travaille depuis à plusieurs hein, sur l'île, avant sur l'Artois, c'était les acteurs de l'école au sens large. Donc on a passé beaucoup de temps sur les administrateurs, sur les proviseurs. Et puis on a beaucoup travaillé aussi sur l'histoire des élèves, comme tu le disais. Et on est revenu, moi et d'autres collègues, à l'idée quelque part, alors qu'on était en réforme de formation des enseignants, un peu réformite aiguë, avec plein de projets, sur l'idée de ben, qu'est-ce qui marque, est-ce que finalement les difficultés enseignantes, c'est neuf ou c'est pas neuf? Est-ce qu'il y a une ancienneté quelque part? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme vulnérabilité enseignante? Alors là, dans le topo, je le définis comme je l'ai mis là en rouge, hein. Donc, difficultés répétées, persistantes quelque part, hein, qui mettent l'enseignant en situation de faiblesse, d'échec, puisque le terme ne sera pas dans les sources pendant très longtemps. Donc, on a essayé de chercher finalement difficultés personnelles, difficultés liées à des périodes historiques spécifiques, à des contextes d'établissement. Donc, on a essayé dans l'équipe au laboratoire hein, d'essayer de voir ça, un manque de formation ou autre. Et l'idée était de se placer sur la longue durée. Hein, du départ, ça a vraiment été 19e, 20e, au moins pour essayer de voir s'il y a des choses qui ont disparu, des difficultés qui auraient été réglées, voilà, une fois pour toutes, des difficultés nouvelles qui apparaissent, et puis d'autres qui seraient peut-être plus permanentes. Donc l'idée, l'enjeu était là. Donc pour vous faire mention un petit peu de ce qu'on a fait sur les élèves, et je reviens au cœur là-dessus,
En fait, ça a débouché sur 2 tomes au Septentrion, hein, Histoire des élèves en France, tome 2, Histoire des élèves, tome 1. C'était toute l'équipe qui avait travaillé ça, et plus 2 tomes de la revue Histoire de l'éducation. Et l'idée, c'était un peu de lancer un chantier comme ça à plusieurs étages sur les difficultés enseignantes. Et on est encore dedans avec Stéphane Lambré, avec les collègues Stéphanie Dauphin et autres, sur l'idée de travailler à la fois sur la longue durée, nous aussi, je dirais, d'essayer de creuser le phénomène. Alors, les sources principales, quelque part, pour nous, là, dans l'enquête, c'est les dossiers personnels des enseignants, hein, qui existent. On a la chance en France d'avoir un système qui a été longtemps très centralisé. Et donc, les dossiers des personnels, ils sont dans les archives. Donc, dossiers de fonctionnaires, dossiers de retraite, hein. Donc, dans les archives départementales, c'est tout ce qui est pour les professeurs des écoles, par exemple, il y a beaucoup de choses, mais aussi une partie des professeurs du secondaire, aux archives nationales, hein, sous série F17. Et les dossiers, quand il y a souci, quand il y a problème, oui, ça va apparaître. Alors évidemment, c'est un boulot infini, hein, parce que vu le nombre d'enseignants, on pourrait multiplier ça à très très grande échelle. Il y a aussi des autobiographies, pas si nombreuses que ça, mais aussi des enseignants qui ont raconté leurs souvenirs et qui peuvent être utiles à un moment ou à un autre, parce qu'ils parlent des collègues ou parce qu'ils parlent d'eux-mêmes ou parce que, enfin, etc. Et puis on a aussi à prendre un peu plus avec prudence, c'est tout ce qui va être souvenir, autobiographie, mémoire de tout acteur français possible et qui est allé à l'école, forcément. Et à partir du moment où la personne est allée à l'école, à un moment, il se peut que dans ses souvenirs, elle va raconter bah, je suis allé à l'école primaire avec monsieur ou madame Untel, j'ai vécu mes années lycée, voilà, c'était très bien, sauf que. Donc, on a beaucoup, beaucoup de témoignages. Il y a des passages sur l'école. Alors, la question qui est posée, bien évidemment, c'est que c'est souvent écrit sur la fin de sa vie. Ça fait peut-être aussi partie d'une tradition de dire que la cantine, c'est pas bon et qu'il y avait des profs chahutés. Enfin, vous voyez, là, il faut faire un petit peu plus attention. Mais quand on a quand même des indices sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de, de souvenirs personnels, ça me semble intéressant. Bon, c'est une source qui peut être extrêmement intéressante. Et si on peut la confirmer avec la croiser avec les archives, bien évidemment, là, puisqu'on a le nom de l'enseignant, s'il n'est pas inventé par le souvenir, on peut retrouver. Ça donne des choses intéressantes. Alors, ça a débouché, puis après je commence, ça a débouché sur l'ouvrage de 2023, hein. Et vous voyez que on n'a pas mis le terme vulnérabilité, justement, parce que on a discuté longuement. Donc, de la difficulté d'enseigner, permanence et mutation de la fin du 18e. Il y a un texte sur le 18e, période révolutionnaire. Tout le reste, c'est 19e et 20e siècle. Donc, pour commencer, je voudrais, je dirais, à rebours de ce qu'on devrait faire en histoire, c'est-à-dire, je vais commencer par le présent, pour vous mettre un peu les enjeux, et puis seulement après, je reviendrai sur 3 ou 4 types de vulnérabilité avec vous. Euh, D'abord, première chose quand même, c'est que cette question de la vulnérabilité, on pourrait dire le malaise enseignant, le terme est venu avant que vulnérabilité. Il y a un article quand même dès 1988, hein, de José Esteve et Alice Fracia qui relevait, hein, déjà dans une sorte d'inventaire euh, énormément d'articles sur ce malaise enseignant. Dès 1988, il y avait déjà beaucoup de publications. Et depuis, bien évidemment, on a eu multiplication d'ouvrages. Alors, c'est en sociologie, ça peut être en sciences de l'éducation, ça peut être parfois avec une approche un petit peu historique, ça peut être voilà, ou des témoignages d'acteurs, hein. Donc, multiplication des ouvrages, enquêtes, rapports du ministère aussi, hein, sur les difficultés des enseignants, avec aussi, vous le savez, la difficulté à recruter depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc là j'ai essayé de prendre quelques éléments pour parler vraiment du très contemporain. Oui, une note de Futurible du 26 avril 2024. En France, la profession d'enseignant connaît une forte crise d'attractivité, couplée à une pénurie de professionnels. Ce phénomène n'est pas nouveau.
Alors, c'est là où nous, ça nous intéressait aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu dans l'histoire des périodes où on ne trouvait pas de professeurs des écoles, instituteurs, etc., hein. Là, bien évidemment, eux, ça ne les intéresse pas dans ce sens-là, hein. D'après une enquête du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, il manquait au moins un enseignant dans 6 établissements sur 10 à la rentrée 2024. Donc une situation inquiétante, même si meilleure qu'en 2023. Enfin, on est dans ces principes-là. Et j'avais tiré, moi, de l'enquête, hein, vous voyez, un peu le graphique que donne Futurible, hein. Donc vous avez en fuchsia rose là, le poste offert au premier degré, puis en vert le nombre de postes pourvus. Donc il y a toujours plus de postes offerts que pourvus. Et vous avez juste au-dessus, pour le rouge et le bleu, même principe, hein, nombre de postes offerts en second degré public, et puis le nombre de postes pourvus. Il y a déficit. Donc, est-ce que c'est vraiment neuf? Comment on peut expliquer? Est-ce que c'est vraiment parce que les difficultés sont devenues beaucoup plus fortes? C'est ça l'idée, la problématique, que autrefois, temps béni, de l'enseignant respecté, jamais chahuté. Enfin, c'est des questions qui nous ont vraiment me interpellé beaucoup dans l'enquête. Donc ça, je vais le passer. Vous savez qu'en gros, le résultat, c'est à peu près 3000 postes non pourvus, hein, quand je passe. Donc ça, je vais le passer. Mais quand même avec des situations relatives. C'est-à-dire que ça dépend des académies. Alors, ça nous posait la question aussi des conditions locales, quelque part. Est-ce qu'il y a des conditions locales d'exercice différentes, historiquement? Donc, on le sait que pour le professorat des écoles, c'est Versailles, Créteil, Mayotte, Guyane qui ont vraiment des soucis. Et dans le second degré, alors c'est en partie vrai aussi académiquement, mais c'est davantage des disciplines, et en particulier mathématiques, 80% des postes pourvus, l'allemand, les lettres classiques, etc. Et parfois, en fonction des filières, c'est vrai aussi pour le professionnel, où il y a là aussi du déficit. Donc, si on part de cette situation présente, ça, vous le trouvez partout dans la presse, hein, il suffit de taper pénurie d'enseignants, vous allez avoir un tas d'éléments. Il s'agissait de se poser la question de savoir comment c'était avant. Donc, avant, je continue, vous voyez, j'en ai mis quelques-uns, hein, parce qu'il y en a vraiment par paquet de 20, hein, les ouvrages. Donc, c'est des choses qui commencent déjà avec Frédéric Charles sur le professorat des écoles. Même pas, on est encore chez les instituteurs, parce que la loi Jospin de 89, c'est l'année d'après. Instituteur, un coup au moral, 1988. Bon, où il explique les mutations du métier qui font qu'il y a de moins de monde candidats qu'autrefois. L'ouvrage de Pascal Bouchard, 92, Un métier impossible, situation morale des enseignants, et puis peut-être plus connu, plus récent, celui d'Anne Barrère, hein, Au cœur des malaises enseignants, où elle essaie un petit peu justement de remontrer ces éléments-là, ouais, de 2017. Donc vous avez là des synthèses qui sont révélatrices quelque part, hein, des difficultés présentes. Je vous en donne encore trois. Donc Philippe Pernoud en 96 montrer quand même, même s'il montre tout l'intérêt du métier, la liberté personnelle, enfin, il montrait aussi quand même la difficulté de la relation pédagogique. Donc enseigner, agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude, 96, et les ouvrages de Claudine Blanchard-Laville avec une entrée plus psychologie, psychanalyse presque, hein, sur les enseignants entre plaisir et souffrance. Il y a une part de plaisir, il y a une part forte de souffrance. Et le plus récent, en 2013, sur Au risque d'enseigner, qui montrait un petit peu toutes ces difficultés. Donc, à partir de ces éléments-là, c'est quelques-uns, hein, parmi beaucoup, beaucoup. Il faudrait prendre les bouquins sur l'entrée dans le métier. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui montrent cette crise, quelque part, importante, hein, ces vulnérabilités enseignantes. Donc, j'ai essayé, je ne vais pas lire tout ça, hein, de essayer de comprendre, en partant d'aujourd'hui, quelles sont ces idées forces, quelque part, ces éléments du malaise enseignant, ces signes de vulnérabilité, les raisons peut-être. Voilà. Et puis après seulement, je déclinerai sur, ben voilà, ça on la retrouve dans l'histoire ou pas. Il y a une raison qui est tout le temps affirmée, qui est partout présente, c'est l'idée qu'on a changé de système. L'idée est toute simple, hein. On a massifié, pour faire simple, hein, on a massifié en particulier le secondaire, hein, qui était réservé à une élite.
et puis qui est devenu le secondaire pour tous, en commençant par le collège, les années 59-75, puis en continuant avec les années lycée. Enfin, vous savez ça, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui. À partir de 85, 89, on ouvre le lycée, on diversifie. Et bien évidemment, ce qui fait que le pourcentage d'une génération au bac, avec le bac en poche, c'est une vraie révolution, hein. C'est les deux petits chiffres que j'ai mis en rouge. 11,13% d'une génération en 60, 80% aujourd'hui. Ce qu'on trouve dans la plupart des bouquins, c'est ça, c'est-à-dire le public a changé. Là où j'avais un public trié sur le volet, d'enfants de la bourgeoisie, dans le secondaire, je parle, hein, qui avaient les mêmes codes quelque part, si je parle de Bourdieu et d'Habitus, quoi, qui avaient quelque part le même, qui étaient dans le même monde presque que l'enseignant, on a ouvert à l'ensemble de la génération, ce qui fait que c'est plus le même public et ils n'ont plus les mêmes comportements, ils n'ont plus forcément la même réceptivité. Ça, c'est l'argument qu'on va trouver systématiquement partout, euh, qui est moins valable pour le primaire, évidemment, puisqu'à partir de l'école Ferry 81-82, tous les enfants sont censés, là aussi, aller dans le primaire, mais avec les deux voies qui ont existé pendant longtemps. Donc ça, c'est cette question de massification, de démocratisation, hein, qui aurait quelque part fait venir dans les établissements secondaires en particulier de nouveaux élèves, moins réceptifs, enfin, vous voyez tout ce qu'il peut y avoir derrière, avec moins de bagages culturels, etc., etc., etc. Deuxième élément, moi, j'essaie vraiment d'aller au cœur, hein, on aura le temps peut-être de revenir sur ces différents points après. C'est la complexification de la relation pédagogique qu'on trouve souvent avec des arguments. Bah, avant, les enfants étaient plus obéissants. Enfin, vous voyez, ils étaient plus. C'est cette question, quelque part, qui pose vraiment des questions aussi, hein, de l'enfant roi, de la place que l'enfant va prendre progressivement dans la famille d'abord. Il devient central, heureusement le plus souvent, et les relations d'autorité sont moins acceptées. Les relations de, voilà, donc, ça pose toute la question derrière de la discipline, de la punition, voilà. Donc c'est souvent aussi un élément qu'on trace dans tous ces ouvrages. Euh, bah voilà, c'est plus difficile, on laisse plus faire les choses à la maison, et puis le gamin, quand il est en classe avec 25 ou avec 30, 35, il va pas forcément comprendre pourquoi là, il faut voilà. Il n'est pas socialisé entièrement quand il arrive à l'école, quoi, si vous voulez. Enfin, donc c'est cette question quelque part des normes qui a été pas mal travaillée. Si j'avais le temps, je vous expliquerais qu'au 19e, ça bougeait quand même beaucoup, hein, et qu'ils n'étaient pas aussi simples et aussi, ils n'avaient pas beaucoup de droits, mais il les prenaient de temps en temps. On y reviendra peut-être. Voilà. Il y a ça c'est la massification. Deuxième élément, une relation plus compliquée avec les gamins parce qu'ils ont plus de droits, ils ont plus, quelque part, plus l'habitude d'avoir de liberté. Troisième élément, je crois que vous avez eu une conférence il n'y a pas longtemps un peu dans ces thématiques-là, c'est que l'enseignant, bien, le savoir scolaire, il a quand même, il est de plus en plus concurrencé par d'autres médias. Enfin, on apprenait l'essentiel à l'école, c'était tout, point. De plus en plus maintenant, il y a d'autres médias, et en particulier les réseaux sociaux, en particulier Internet, la révolution Internet, qui fait que l'école, elle s'est posée beaucoup, elle s'en pose encore beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est important d'enseigner. Enfin, en 2025, quelle matière, quelle discipline doit être enseignée? Et qu'on a eu les collègues le vivent pas toujours très bien, hein, dans les établissements, une succession de réformes de programmes qui font que parfois ça devient même usant. Enfin, voilà, et chaque ministre, il va presque de son programme. Et on se pose la question, bah alors ce que je fais, ça sert à quelque chose, ça ne sert pas à quelque chose. Qu'est-ce qui est important de faire quelque part? Donc c'est des questions quelque part de curricula, voilà, euh, et aussi quelque part de parole enseignante. C'est plus important qu'on ne pense en fait. En quoi la parole enseignante, elle est plus légitime qu'une autre? Nous, on en est persuadés. Mais le gamin, la famille, pas forcément. Il y a des choses qui sont mieux présentées, plus attractives parfois sur Internet. Et ce qui fait que, évidemment, ça participe quelque part. On a toujours on a des étudiants, des élèves qui vont vous dire, mais
Mais monsieur, ça, on le trouve sur Internet, à quoi ça sert? Je me connecte en 2 clics, je l'ai, et puis c'est pas ce qui est dit. Enfin, donc il y a forcément là des éléments, des savoirs, une place de l'école qui est, quoi qu'on fasse, un petit peu désacralisée. Donc ça, on le trouve dans beaucoup, beaucoup de textes aussi. Quatrième élément, moi, que je trouve, c'est les profondes mutations du métier d'enseignant, mais je l'ai déjà dit avant. C'est que quand on regarde un peu ce que veut faire le ministère, je trouve qu'on en demande de plus en plus aux enseignants. Euh, L'enseignant, il est là pour enseigner, d'accord, mais il ne fait pas qu'enseigner. Enfin, il y a plein, plein d'éléments. Mais on a beaucoup chargé la barque et on continue à la charger, hein, avec l'idée que l'enseignant, quelque part, c'est le dernier représentant d'une institution. Donc, il y a la question des valeurs, il y a la question de toutes les missions qu'on peut leur confier. Donc, on leur en demande de plus en plus et parfois, ils ont l'impression de pas tout bien faire. Ils ont l'impression de pas pouvoir tout faire. Bon. On leur dit qu'ils sont fondamentaux pour lutter contre l'échec scolaire. Bon, ben voilà. Donc ils veulent essayer de contribuer à l'égalité des chances, mais ils se rendent bien compte que ça marche pas forcément systématiquement. Alors j'ai rien contre le référentiel de compétences des enseignants, mais vous le connaissez. Enfin, on va pas. Si on regarde un petit peu tout ce qu'il faut faire, c'est quand même monstrueux, hein. Bon, c'est ambitieux, c'est superbe, mais si à chaque fois qu'on fait quelque chose avec les élèves, il faut essayer de cocher tous les éléments du BO de 2013, ça peut donner le tournis, hein. Donc il y a vraiment une attente forte quelque part à ce niveau-là qui peut poser souci. Voilà. Cinquième, cinquième point, mais qui est très connu, et puis je vais attaquer vraiment le volet historique. Euh, on a encore dans notre système français une gestion qui est assez administrative. Il y a eu des progrès, hein, il y a eu des changements par rapport à ce que je vais vous dire dans 5 minutes. Mais c'est un peu le vécu de nos jeunes enseignants quand voilà, le ministère de l'Éducation nationale n'est pas connu pour ses relations humaines, enfin ses services de relations humaines, hein. Donc, or, c'est quand même des gens qui ont bac+5 maintenant, hein, voilà. C'est les conditions d'attribution des postes, c'est les plus jeunes sur les postes les plus difficiles. Il y a toute une série comme ça d'éléments. Voilà, c'est le fait qu'en second degré, vous habitez quelque part, vous êtes installé, et puis bah, vous allez être muté pour votre premier poste à l'autre bout de la France ou dans telle académie, telle académie. Donc ça manque un peu de souplesse. Et on pourrait prendre à l'autre bout, hein, c'est-à-dire ça a déjà été signalé dans un tas de rapports, hein, la question du mérite, de la promotion. On a encore un système où ça progresse d'abord par le nombre des années, hein. Donc, il y a des collègues qui s'usent quelque part, donc énormément d'engagement. Et puis, on demande une mute, on ne l'a pas, on demande une mute, on ne l'a pas. Enfin, voilà. Et je vous renvoie au bouquin, là, le parcours du débutant, que je projette en même temps. C'est une enquête qui a été faite sur l'île par une série de collègues en sociologie qui ont beaucoup étudié les jeunes professeurs des écoles. Mais en fait, quand ils prennent, ils sont pas désabusés quand ils prennent le métier. Ils veulent vraiment travailler et puis bah, ils se rendent compte que bah, c'est les postes difficiles ou c'est un bout de poste là, un autre bout de poste là. Et que assez vite, bah, les illusions tombent, quoi. Donc, il y a là quelque chose aussi qui est intéressant. Je ne vais pas en le traiter. Il faudrait aussi voir la question des réformes permanentes de la formation des enseignants, qui quelque part sont pas non plus engageantes quelque part. On ne sait jamais si quand on commence sa scolarité, on va aller jusqu'au bout. Euh, et une formation continue qui s'est réduite à peu de choses. Donc, je vais arrêter là mon grand 1 oui, actuel, vraiment sur l'actualité. Oui. Il y a vraiment toute une série de facteurs qui sont identifiables, qui font que le métier est compliqué. Et j'ai pas mis la paye, et j'ai pas mis, enfin, vous voyez, tout ce qui pourrait aussi être dans ces éléments-là. Et je terminerai par ce bouquin-là que j'aime bien, parce que ça pose des questions quelque part que moi en histoire je vais chercher. C'est le livre d'Anne Barrère, qui est pas tout récent, hein, c'est 2002. Donc les enseignants au travail, routines incertaines, et qui quelque part confirme un peu ce que j'ai dit au-dessus. Il y a quelque part
dans le faisceau de tâches que va faire l'enseignant, un certain nombre d'épreuves. Et il faut les surmonter pour pouvoir progresser, pour pouvoir... La première épreuve, alors le terme, je trouve qu'il est un peu fort, mais c'est le deuil de sa discipline. Enfin, quand on a passé des années et des années à la fac à faire de l'histoire, à faire des maths, on sait bien qu'on va devoir laisser des exigences de côté quand on va prendre sa classe. On pourra pas, on n'est plus en train de préparer le CAPES, quoi, ou la Greg. Donc le deuil de la discipline, faut apprendre à simplifier, faut petit à petit, quelque part, laisser des choses de côté. La deuxième épreuve, c'est la confrontation à la classe. Donc on retrouve tout ce que j'ai dit avant. On peut jamais être sûr quand on prend sa classe que ça va bien se passer. Enfin, la plupart des enseignants sont là. Il y a 9 chances sur 10 que ça se passe bien, puis une fois, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Donc ce qu'elle appelle la confrontation à la classe, la deuxième épreuve, c'est devenu plus compliqué certainement qu'avant. Bon, même si je vais vous montrer après que c'est pas forcément toujours vrai. Voilà. Troisième épreuve, c'est bah, qu'est-ce qui reste de mon cours quand j'évalue? Donc l'évaluation, hein. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qui reste de ma débauche d'énergie? Et si je leur mets une très mauvaise note, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Enfin, parce que c'est à plusieurs niveaux, hein. Est-ce que je les mets pas en danger pour leur orientation? Et la dernière épreuve, qui est celle des enjeux de la reconnaissance, hein. Celui qui se fatigue beaucoup, celui qui se fatigue un peu moins, quelque part dans notre système, ils ont quand même à peu près la même carrière. Bon, voilà. La difficulté à se faire reconnaître, je dirais, auprès de son administration. Voilà. Ça, c'était le premier point. Voilà. Nous, maintenant, ce qui m'intéresse, et je bascule dans la deuxième partie, dans le volet historique, c'est d'essayer de voir si ces 5, 6 points, on les retrouve au niveau de l'histoire. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est neuf? Ou est-ce que quelque part, on peut retrouver des ancrages historiques importants. Bon, j'avais mis une petite caricature pour commencer, c'est-à-dire que bon, l'assiette au beurre, anarchiste, etc. Mais quand on dit qu'aujourd'hui on a du mal à recruter des PE, quand on regarde bien, en 1903, ils avaient déjà beaucoup de mal, hein. Il y a eu des périodes en histoire où on manquait de candidats, hein, pour être instituteur, institutrice. Et là, ils avaient, dans la caricature, hein, ils ont recruté un ancien soldat, bah, qui essaie de mener sa classe comme il peut, qui a l'air d'un âge certain, et puis qui, quelque part, n'arrive pas à se faire respecter du tout. Donc, il y a déjà cet élément-là. Donc, j'ai essayé de les regrouper, moi, en, en différents types. Mais bien évidemment, il faut faire attention, hein, pas faire d'anachronisme historique. On n'est plus dans la même société, on n'est plus dans les mêmes réalités. Donc, je voulais juste vous donner un chiffre ou deux. Les effectifs du primaire, faut pas toujours d'enseignants, hein, je parle, hein. On est quelque part en 1861 à peu près 107 000 enseignants du primaire, hein, en France, quand on regarde le travail de Jacques Francillon, etc. En 1920, on doit être autour de 120 000 dans le primaire. Et puis, bien évidemment, avec le baby-boom, avec tous ces éléments-là, on va énormément recruter. Vous voyez, on est à peu près à 354 000 enseignants vers 75, 76. Alors, ça veut dire des choses, hein. Ça veut dire qu'il faut beaucoup plus recruter, que les systèmes de recrutement doivent être changés, enfin, etc., etc. Donc, ça veut dire aussi que le prestige du métier se dégrade, parce que plus on est nombreux, quelque part, moins le métier à la côte, ce qui est logique, hein. Bon. Donc, 354 600 en 1975-76, et j'avais mis le tableau en 2018-2019, dans les chiffres du ministère public-privé, hein, on était à 378 000 à peu près, hein. 318 000 enseignants du premier degré. Donc, vous voyez un peu l'évolution longue depuis 1861. Euh, il faut tenir compte de ça dans ce que je vais dire après, hein. On a beaucoup recruté de manière différenciée selon les périodes. Et même topo sur le secondaire, alors là, c'est une révolution. Quand je vais vous parler de prendre des cas dans le secondaire, euh, 1904-1905, hein, il y a à peu près 10 000 enseignants dans le secondaire. 10 631 en tout. C'est un monde choisi, en particulier par un ou deux concours, enfin, etc. Bon.
Euh, on est en 2018-2019 à 492 000, hein. On a passé de 10 000 à 492 000 enseignants. Ça n'a plus le même sens. Évidemment que c'est plus lourd à gérer, que c'est, etc. Je dis ça tout simplement parce que, par exemple, les premiers enseignants du 19e siècle, ils sont inspectés presque tous les ans. Et quand on va dans les dossiers d'inspection, on voit que l'inspecteur général y passe tous les ans, tous les 2 ans. Vous imaginez avec 492 000 enseignants, c'est impossible. Le suivi qui a pu exister à une époque n'est plus possible dans un secondaire massifié. Donc il y a ces éléments-là. Voilà, donc là maintenant, donc vous avez le chiffre, vous aurez tous ces éléments-là. Et en plus, on a recruté beaucoup de catégories différentes, en fait. Là où il y avait l'agrégé et le licencié, on a créé les CAPES, on a créé d'autres types d'enseignement, enfin, etc., etc. Donc ça s'est beaucoup, beaucoup complexifié en plus. Si j'avais le temps, il faudrait que je développe sur les catégories. Mais c'est un monde qui s'est beaucoup, beaucoup complexifié. J'attaque vraiment mes vulnérabilités niveau historique. Première chose sur laquelle je voulais insister, qu'on a vu à plusieurs là, c'est que pendant longtemps, il existe une vraie vulnérabilité politique des enseignants. C'est-à-dire que dès 1802, hein, Napoléon, quand il crée l'université, enfin les lycées, puis en 1808 l'université impériale, à partir du moment où vous acceptez le poste d'enseignant, vous êtes là pour véhiculer l'idéologie du régime en place. Bon. Ce qui fait que c'est très net dans les dossiers qu'on regarde, hein, ça apparaît très très souvent. Il y a des vagues d'épuration, on pourrait dire, systématiques au changement de régime. Ce qui fait que ça a été vu déjà par Paul Gerbeau en 1965, etc. On attend de l'enseignant jusqu'à ce qu'on laïcise en 1882, qui diffuse le catholicisme, qui diffuse les idées politiques du temps, c'est-à-dire royalistes sous la monarchie, bonapartistes sous Bonaparte, etc. Ceux qui ne le font pas, ceux qui émettent des critiques, c'est souvent s'exposent, donc ils sont vulnérables très vite, c'est-à-dire qu'ils vont être inspectés, qui vont être dénoncés et qui vont souvent perdre leur place, hein, assez rapidement. Donc on a très nombreux dossiers d'enseignants qui portent des traces quelque part. Alors au début, ça peut être de mutations forcées. On va vous exiler loin de vos bases, quoi, quelque part, de suspension temporaire, ou alors parfois de révocation, hein, pour des raisons politico-religieuses. Voilà. Alors ce qui est intéressant à étudier, je vais pas trop le développer là, mais c'est toutes les périodes de transition politique entre les régimes. Chaque fois qu'on change de système, il y a des charrettes d'enseignants, hein, qui, quelque part, sont mis dehors ou mutés. Donc c'est 1814, 1815, 1800, chaque fois qu'il y a les révolutions, hein, quelque part, les changements de régime. Et encore vers 1870-79, il y a encore la Troisième République qui s'installe. Il y a toute une série, quelque part, d'épurations assez fortes. J'en prends un, mais je lis pas la. Il y en a un qui est intéressant. Par exemple, évidemment, il y a des matières plus exposées que les autres. À la rigueur, celui qui fait les maths, il peut se contenter d'essayer de faire ses mathématiques. Bon, mais un prof de philo, un prof d'histoire géo, il va forcément ou être questionné ou avoir des choses à dire. Donc Charles-Marie Zévort, c'est connu, hein. C'est quelqu'un qui, très très bon étudiant, hein, agrégé de philo, hein, et qui quelque part va se retrouver en Bretagne. Il est républicain, il a des idées engagées, et ça, il va tout de suite s'opposer à l'évêque, hein, du coin. Donc vous l'avez là, qui va demander quelque part sa destitution. Bon, on pourrait reprendre toute la chronologie, ça ne m'intéresse pas là. Il va demander il dit que l'enseignant n'est pas conforme quelque part à ce qu'on veut au niveau idéologique, et il va réussir à avoir sa tête, hein. Lettre de l'évêque de Rennes, hein, 1843, hein. Je ne puis voir d'autre garantie satisfaisante que le départ de M. Zévort et son remplacement par un professeur dont les principes n'effraient plus les familles catholiques. Donc on a ça régulièrement dans de très nombreux dossiers. Ce qui fait que beaucoup d'enseignants sont systématiquement sur la réserve, sont être systématiquement à faire extrêmement attention, à ne donner aucun signe s'ils veulent garder leur place. Donc cette vulnérabilité-là, elle dure longuement.
Je rappelle que le droit de se syndiquer pour les enseignants, ça, en fait, c'est après 1945, hein, et que ce qu'on peut, pour aller vite, hein, ce qu'on peut, donc ça, je vais le passer aussi, il y a vraiment des périodes, ça serait même intéressant de réétudier la période 1848-1851, là, c'est des charrettes entières hein, d'enseignants qui sont mis dehors. Moi, j'avais commencé à le regarder un peu dans la revue, là, revue d'histoire du 19e siècle, mais il faudrait le reprendre, il faudrait vraiment regarder de manière détaillée. C'est très, très. Le ministre républicain leur a demandé de s'engager en politique. Il est viré en 1800, dès juillet 1848. Régime plus conservateur se met en place. Et on s'en prend aux gens qui l'ont suivi, hein, qui quelque part ont essayé d'installer la République. Donc ça, c'est vraiment une vulnérabilité forte. Je vois un tournant après 1879, quand les républicains s'installent presque définitivement. Il va y avoir une plus large tolérance, quelque part, pour des engagements, sauf deux choses. Sauf pour ceux qui sont contre la République. Non, alors, on va se dire qu'aujourd'hui, c'est pareil, hein, un fonctionnaire de l'État, il doit quelque part défendre le régime républicain, etc. Là, par exemple, on a un certain nombre d'enseignants qui contestent la République et qui perdront leur place. Ça va continuer dans les années 1900, 1920, etc. Je pense à des enseignants qui seraient militants de l'Action française, donc royalistes, et on a un certain nombre de cas, on retrouve dans les archives, hein, des gens qui vont perdre leur place là-dessus. Et même chose dans le primaire ou le secondaire, pour les tout premiers leaders syndicaux, ceux qui veulent transformer les amicales, parce que ça, les amicales, il y en avait, mais qui ne devaient pas faire de politique. Et à partir du moment où les amicales d'instit commencent à revendiquer, etc., on va retrouver des parcours, on les a sans trop de problèmes, hein, qui quelque part sont tracassés, puis ensuite, quelque part, éliminés du système. Alors, le plus connu pour l'Action française, c'est Louis Dimier, qui était prof à Valenciennes, hein, donc c'est pour ça que j'ai son dossier aux archives départementales du Nord, qui est très croyant et qui va, au moment où les frères sont expulsés hein, des congrégations, il va leur apporter son soutien, mais ça remonte jusqu'aux oreilles du recteur. Il y a eu quelqu'un qui a dénoncé, enfin, etc. Bon. Et il préfère démissionner, hein, et il deviendra une des figures du mouvement d'action française. Donc j'ai son courrier normalement qui est là en 1903. Il envoie le courrier au recteur, hein, au recteur Georges Lyon, en disant bah, si c'est ça, je préfère démissionner. Voilà, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Donc voilà. Donc cette vulnérabilité-là, elle est forte. Et celle-là, on va pas dire qu'elle est disparue, mais elle est quand même beaucoup moins présente, bien évidemment, si on respecte bien évidemment la neutralité nécessaire du fonctionnaire, que dans cette période-là où il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui partaient. Donc j'en ai un autre dans l'autre sens, je vais le passer parce que je vois que l'heure tourne. Euh, Là, c'est un militant, quelque part, Marius Nègre, hein, dans le primaire, à Montpellier. C'est quelqu'un qui va être à l'origine des syndicats du primaire. Et au moment où la Fédération des instituteurs, elle va s'affilier à la CGT, qui est révolutionnaire à l'époque, hein, bien évidemment, il est révoqué tout de suite, hein. Donc, il reviendra qu'après. Donc, ça, on a quand même pas mal de traces dans les dossiers de cette très forte surveillance politique qui est quand même beaucoup moins forte aujourd'hui. Donc vous la retrouvez dans l'assiette au beurre, hein, voilà, hein. Ces trois instits qui passent devant le Conseil de discipline, hein. En combattant la Troisième République, que pensiez-vous faire? Je voulais faire la quatrième. Vous voyez, quand on conteste les institutions, quelque part, l'institution se débarrasse de vous. Là, c'est encore un autre type de domination politique qui est connu. C'est le lien entre l'instit et le maire. Alors, c'est pas toujours simple en 2025 non plus, hein, parfois dans les communes. Mais à l'époque non plus. Et là, il est souvent secrétaire de mairie, hein. Vous avez porté ma lettre à la poste? Oui, monsieur le maire. Bien, allez prévenir monsieur l'adjoint que je l'attends ici. Bien, monsieur le maire. Ensuite, vous nettoierez pour ce soir la salle du conseil. On a quelque part l'idée d'une soumission de l'instituteur au maire, qui est là aussi quelque part source de tension. Ça, c'était vraiment la première qui ressort, je dirais. Deuxième type de vulnérabilité, c'est les vulnérabilités pédagogiques. On a beaucoup de dossiers dans lesquels il n'y a rien.
tant mieux. C'est que les enseignants, ça se passe bien. Voilà, les inspecteurs viennent régulièrement, inspecteur primaire, inspecteur général dans le secondaire. Notation correcte, qui progresse. Bon, ben voilà, pas de souci. Mais on se rend compte quand même qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui ont des soucis. Et on peut être dans le secondaire qui n'est pas massifié, hein. C'est-à-dire, je parle du secondaire avec 10% de gamins qui auront le bac, hein. On a déjà un certain nombre de collègues, quand l'inspecteur passe, il est effaré de ce qu'il entend parce que les connaissances ne sont pas là. Il fait, il dit des bêtises, il n'est pas au courant des derniers progrès, fin 19e, début 20e, voilà. Le plus souvent, c'est du manque d'autorité. Donc des gens qui, bah, soit sont pas faits pour ça, soit qui cette année-là ont une classe difficile. Ça peut être intéressant de suivre sur plusieurs années, hein. Chahut des élèves, ou qui, bah, justement, ça devient leur vulnérabilité, c'est-à-dire que leur réputation, elle est faite dans l'établissement, et que ça se prolonge d'année en année, à chaque fois que l'inspecteur général vient dans le fond de la classe, et ben ça se passe pas bien, et puis il a vent de ces éléments-là. Ça peut être parfois plus pointu encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chahut, il maîtrise les savoirs, mais quelque part ça manque de profondeur. Lui reproche un peu d'être trop automatique, de moins pas trop intéresser les élèves, enfin des choses comme ça. C'est pas passionnant, quoi, ce qui fait. Ça les intéresse moyen, c'est trop répétitif, ils lisent le manuel. Bon. Donc là, on a des sources très, 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 très nombreuses qui permettent de voir, on pourrait dire, ce qui est encore vrai aujourd'hui. Là, il y a une continuité, quoi, c'est-à-dire des vulnérabilités pédagogiques qui sont peut-être plus nombreuses aujourd'hui, mais qui existaient déjà fortement, hein, au cours du 19e siècle. Vous voyez par exemple, alors là on peut retrouver dans beaucoup de choses, hein, je vais passer des éléments. Dans Charles de Rémusat, un tome 1 des mémoires de ma vie, nous avions un professeur de quatrième, Monsieur Bray, était de ceux qui, malgré son ton sévère, etc., sa voix forte et des moments d'irritation, ne parviennent pas à se faire respecter. Il n'y avait dans sa classe ni ordre ni travail, des murmures continuels, des rires insultants interrompaient ses leçons, et cela dura toute l'année. Bon, et ben ça, on peut le retrouver dans beaucoup de choses, dans des lycées d'élite, avec un public trié sur le volet, 1 ou 2% de la génération, hein. Donc on en a beaucoup de ce type-là. On retrouve la même chose, par exemple, dans les souvenirs d'Ernest Lavis, qui va beaucoup, beaucoup lutter pour la formation des enseignants, hein. Ernest Lavis. Donc c'est un de ces enseignants qu'il a eu, hein, bon, qui explique rien, etc. Et en fait, quand on regarde bien, il supporte pas les élèves et il sombre dans la boisson. Enfin bon, donc il est plus en état quelque part de se faire respecter. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages comme ça, hein. Ouais, on pourrait les multiplier. Il semble frappé d'une véritable impuissance de discipline. Les élèves se tiennent mal, même quelque part, quand l'inspecteur est là, ça ne change pas grand-chose. Nous étions à peine sortis que l'un d'eux s'est mis à fumer en classe. Bon, voilà. Et, même chose dans Raoul Blanchard, hein. Voilà, là, c'est carrément, ils viennent avec des. Si c'est, je crois si c'est celui-là, hein, ouais. Euh, il est chahuté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on retrouve comme ça. C'est ce qui nous a intéressés aussi, c'est-à-dire que la relation pédagogique, elle ne s'est pas dégradée comme ça d'un coup dans les années 80. Il y a déjà des relations pédagogiques dégradées bien souvent au 19e siècle. Voilà, là c'est pareil. Encore un autre enseignant, c'est un remplaçant là. Un jour, nous lâchâmes une poule dans la classe. Une fois, ils mettent carrément une sorte de bout de verre en dessous de son bureau. Il le voit pas, il s'assied, puis quand il va s'asseoir à son bureau, évidemment, tout ça, ça éclate. Une plaque de verre placée. Enfin, il y a des choses cruelles, hein. Enfin, c'est des lycées d'élite, mais c'est pas si évident, hein. Il y a vraiment des actes d'indiscipline extrêmement, extrêmement forts qui sont là. Ça, c'est vraiment les vulnérabilités pédagogiques. Donc voilà, alors, je peux pas vous donner un pourcentage, il faudrait vraiment faire de la prosopographie en disant, voilà, je prends une cohorte de 100, et sur les 100, ou prendre par lycée, je sais pas, dire, voilà, il y a tant d'enseignants, combien il y en a qui ont des soucis. Là, nous, c'est un peu, ça reste impressionniste, hein, pour l'instant.
mais dans les indices qu'on a, il y en a quand même pas mal, hein. Voilà. On rencontre aussi, c'est l'avant-dernière, hein, des vulnérabilités personnelles et matérielles, hein, c'est des parcours de vie, quoi, hein, qui rencontrent à un moment ou à un autre des difficultés. Alors, on peut en trouver trois ou quatre, hein, ce qui est un peu logique. Il y a des débuts qui sont parfois pas faciles, des débuts difficiles. Bah, je dirais ça peut être comme ça aujourd'hui aussi, hein. Et puis l'enseignant va trouver les ressources personnelles ou par ses collègues pour quelque part les surmonter, hein. Je rappelle quand même que pendant longtemps, il n'y a presque pas de formation, hein, dans le secondaire. Dans le primaire, il y a les écoles normales, mais qui ne fournissent qu'une partie du contingent, hein. On a oublié qu'une partie passait pas par les écoles normales, hein. Ils étaient sur le terrain, et puis voilà. Donc en fait, ça bricole un peu au début, et puis petit à petit, ça va s'ajuster. Et c'est vrai, ce qu'on a retrouvé dans les archives très nettement, et auquel on ne pensait pas au début avec les collègues, c'est aussi l'idée d'un métier d'usure. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup d'indices dans les fiches d'inspection, dans les courriers personnels qu'ils envoient au chef, qu'ils envoient à l'inspecteur, des fins de carrière souvent difficiles. C'est dur d'aller jusqu'au bout. Bon. Et c'est dur d'aller jusqu'au bout dans un métier où on a toujours la jeune génération. C'est-à-dire qu'on vieillit pas, ils vieillissent pas avec nous. Et ce qui fait qu'il y a un moment où ils comprennent moins les jeunes qu'ils ont en face d'eux, voilà. Avec des problèmes de santé personnelle, on retrouve beaucoup de dossiers, hein, bon, avec un monde qui est dur à l'époque, hein, c'est-à-dire que on les fait aller loin. Enfin bon, pour vraiment avoir un congé quand ça va pas trop, c'est compliqué. Euh, Forte usure des corps, forte, forte usure aussi des esprits, et puis parfois des volontés. Bon. Euh, et on va jusque 65, 66 ans, bien souvent. Et plus avance, plus on sent que l'inspecteur est moins content. Bon. Mais il n'y a pas vraiment de politique derrière, d'accompagnement. Enfin, c'est ça qu'on voudrait un petit peu. Donc là, j'en avais mis un, je prends juste la phrase qui est en vert, hein. Il est inspecté, il a 65 ans et 44 ans de boulot. 44 ans, ça fait 44 ans qu'il est enseignant. Bon. Et le proviseur, hein, dans la fiche de notation en 25, Monsieur Paté est le dernier à s'apercevoir que son enseignement vieillit. Sa très honorable carrière et ses charges de famille, il élève ses petits-fils, m'ont fait un scrupule à demander une retraite d'office. En fait, le proviseur aimerait bien le mettre à la retraite d'office, mais ça serait une humiliation imméritée. Il a fait une congestion cérébrale dont il vient, etc. Bon, enfin, vous voyez un peu quel est l'état, peut-être, je dirais, physique de la personne. C'est un avertissement qu'il ne comprend pas. Il m'a manifesté son intention, etc., après 2 mois de congé, de rester en service encore un an. Il y a toute une série comme ça de personnels qu'il faut gérer, qui ont du mal à terminer leur carrière. Vous l'avez aussi chez un autre, par exemple, hein, Théophile Plessis, hein, c'est la fin de sa carrière. Pardon. Et l'inspecteur général note, hein, élaguer tous les faits qui n'ont pas d'intérêt pour la génération. Je vais boire un coup. Pour la génération qui se développe actuellement. Se placer du point de vue de l'année 1921. Bon, c'est pas si simple, quelque part, quand on a autant de métiers. Et en 1926, hein, voilà, j'ai vu Monsieur Plessis dans une séquence d'exercices pratiques, épreuve redoutable pour un vieux maître à qui on demande vers la fin de sa carrière de se mettre à l'étude et de se renouveler. Donc il y a ça, il a passé le concours il y a bien longtemps, ses connaissances, il les a quelque part réactualisées comme il peut. On ne peut pas lui demander, enfin, vous voyez, donc il y a cette vulnérabilité-là qui est forte, à laquelle je rajoute, à l'époque, bon, c'est encore vrai aujourd'hui, mais moins quand même, c'est l'importance des mutations. Donc je ne vais pas lire la diapo, c'est qu'à l'époque, pour progresser, il faut muter. Enfin, très clairement, vous commencez vos carrières dans les petites classes, dans un collège communal, etc. Et puis si vous voulez une meilleure situation, il faut demander la mutation vers le lycée, puis etc., etc., etc. Bon. Et les lycées sont même classés en catégories. Euh, et le Graal, c'est Paris, forcément, parce que là, la paye est meilleure qu'ailleurs. Et le ministère en joue, et en joue beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plaintes d'enseignants qui disent: je suis encore muté,
j'avais rien demandé, et puis je mute, enfin, etc. Ils perdent une partie, donc il faut changer d'appartement ou de maison, il faut déplacer les meubles, enfin, etc. Et là, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments comme ça qui font que c'est une des c'est une épreuve, quoi, quelque part, l'affectation. Il y a plus de choses qu'on ne pensait. Enfin, franchement, moi, je savais que ça bougeait, mais ça bouge vraiment beaucoup, hein. C'est une main-d'œuvre corvéable, quand même, à merci, très fortement. Là, je vais laisser Séverine la montrer. Dans ses difficultés matérielles aussi, il y aurait tout simplement. Alors là, celle-là, elle est quand même en grande partie résolue. C'est que pendant longtemps, les moyens pédagogiques sont minimes et que c'est très dur d'être enseignant. L'école, c'est rien ou presque. Enfin, il n'y a pas de matériel, il y a très peu de tables, il n'y a presque pas de bancs, il n'y a presque pas de manuel. Et là, si je simplifie la diapo, c'est le 19e qui va déjà faire un énorme. On pourrait reprendre la question de l'hygiène que tu avais développée, hein. Il va y avoir un énorme effort pour construire des écoles potables, énorme effort pour quelque part donner du matériel aux enseignants, dans le primaire comme dans le secondaire, hein. Euh, donc cette vulnérabilité matérielle, alors elle existe encore, hein. Il suffit de regarder un peu l'actualité dans certaines zones, regarder l'état des écoles maternelles à Marseille ou autre, quoi. Mais c'est plus dans cet état-là. Enfin, être enseignant pendant une bonne partie, au moins jusque souvent la Troisième République, c'est aussi ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais trouver comme logement, qu'est-ce que je vais trouver comme école, qu'est-ce que je vais trouver comme moyen? Est-ce que le maire va me donner les moyens, de pouvoir travailler ou pas? Voilà. Donc ça, c'était quelques diapos qui montraient ça. L'effort de la Troisième République, c'est celui-là, quoi. L'école, la vraie école, construite pour être une école. Voilà. Et on aurait le même principe dans les lycées. Ils récupèrent souvent des vieux monastères, 19e siècle, va vraiment créer le lycée adapté pour. Et puis, dernier point, puis je serai dans les temps, je pense, à peu près, hein. Il y a quelque chose sur laquelle on a beaucoup cogité, c'est que faisait le ministère face à tout ça? Il savait forcément qu'il y avait ces vulnérabilités, si je prends le terme d'aujourd'hui. Alors, quand on regarde bien, c'est compliqué. Souvent, c'est on mute, on va muter la personne quand il y a vraiment des grosses difficultés. Euh, Ce qui fait qu'on a des parcours où la personne, elle va de souffrance en souffrance, quoi. Mais au moins, on déplace la souffrance. C'est-à-dire que les familles qui sont pas contentes, parce que je passe le détail sur les courriers des familles, quand quelqu'un est en difficulté, bah, ça règle le problème à un endroit, puis ça le crée dans un autre, mais au moins quand ça tourne, bon, bah, vous voyez un petit peu ce qui peut être derrière, hein. Il y a aussi parfois On, on casse ça par une promotion, hein. Ça peut être l'accès, à un autre poste, dans l'administration parfois, enfin, etc., etc. C'est pas systématique, bien évidemment, hein. Et puis ça pose la question majeure de la formation. C'est-à-dire que je voulais pas le faire aujourd'hui, c'était pas l'objectif. C'est qu'il faut voir le 19e et le 20e siècle aussi comme une lente progression dans la formation des enseignants, en se disant plus on les formera, moins ils seront quelque part en vulnérabilité. Voilà. Bon. Et puis simplement signaler, et j'arrêterai là-dessus, c'est que dans le secondaire, alors ce qui vous a peut-être marqué, c'est tous mes témoignages là, d'enseignants du secondaire un peu chahutés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le secondaire, pendant longtemps, il n'y a pas de formation pédagogique, hein. Il n'y a rien. Enfin, on a sa licence, on devient prof, on a l'agrégation, on devient prof. Le savoir suffit, hein, c'est le terme qu'on emploie à l'époque. Et puisqu'il connaît bien sa matière, il saura l'enseigner. Je rappelle qu'on est devant, 10% d'une génération, à peine, hein. Bon. Euh, Dans le primaire, il y a par contre les écoles normales, mais elles ne reçoivent pas tout le monde. Donc le 19e et le 20e siècle va petit à petit, je dirais, faire en sorte qu'on essaie d'assurer la promotion. Donc ça je le passe. Je l'avais moi montré quelque part dans le bouquin auquel tu faisais allusion, Histoire de la formation des enseignants. J'avais essayé de le montrer, enfin Jacqueline Cotterin l'avait montré aussi dans la naissance de la science de l'éducation, quelque part, hein. À partir dans les années 1882, enfin, la Troisième République va créer une discipline au singulier, hein, la science de l'éducation. C'était aussi pour ça, hein. C'était pour essayer quelque part que dans les facultés, on commence un petit peu à réfléchir à des stages, pour nos licenciés, voilà, et qu'on essaie de réfléchir aussi à des cours de pédagogie, à des cours d'administration scolaire.
Ça a bien pris, hein, toutes les facultés avaient pratiquement une chaire de la science de l'éducation, puis c'est retombé assez vite avant 14. Bon, donc il y a là des choses intéressantes. Ah, et je ne vais pas développer plus, j'arrêterai, ce sera ma dernière diapo. Pour le secondaire, par exemple, il faut attendre 1904 pour qu'il y ait un tout petit stage pour les agrégés. Il n'y a pas encore de CAPES à l'époque, hein. On vous recrute à l'agrégation ou avec la licence. On va 15 jours en classe. On se met dans le fond, on regarde, puis c'est tout. Voilà. Et on assiste à quelques conférences de pédagogie, etc. À la faculté, on pointe, on a la signature, c'est bon. Et que le vrai début de la formation des enseignants dans le secondaire, hein, c'est 52. On a créé le CAPES en 50. On commence à avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'enseignants. Et en 52, on va décider de créer les centres pédagogiques régionaux. Et là, on aura un an de formation une fois qu'on aura réussi le CAPES. Euh, c'est l'ancêtre, si on veut, des UFM, INSPE, SP, enfin, etc. Voilà. On aura un an de formation. Alors, ça ne va pas régler les soucis, mais ça va quand même faire en sorte qu'il y a une formation pédagogique là-dessus. Je termine avec la formation continue. C'est vrai que ça pourrait être une remédiation. La personne a des difficultés, on vous sort de la classe, on vous reforme, et puis quelque part, voilà. Alors, pendant très longtemps, il n'y a rien dans le secondaire. Dans le primaire, ils avaient des conférences pédagogiques, mais c'était pas beaucoup, quelques-unes par an. Il y avait un des camarades qui faisait une leçon un peu modèle, on discutait, enfin, etc. Bon. Et la formation continue, elle va vraiment se développer à partir de 81, 82, hein, avec les MAFPEN, mais qui n'existent plus. Puis vous savez, enfin, je sais pas, je pense que vous connaissez l'état un peu de la formation continue aujourd'hui dans notre système, où on dit que quelque part les collègues doivent se former en dehors des heures de classe, essentiellement. Donc soit le soir, soit pendant les vacances et autres. Bon. Donc voilà un petit peu ce que je voulais essayer de vous montrer. Ouais, je vais arrêter là, mais on pourra revenir sur certains points. Je vais essayer de respecter vraiment l'heure. Voilà. Merci. Merci, merci, merci. Alors, du coup, je vais peut-être pouvoir arrêter le. Oui, mais c'est vrai qu'on sera très, très content d'avoir votre PowerPoint où il y a beaucoup d'informations et notamment de dates qu'on aimerait pouvoir garder sous la main et qu'on D'accord, pas de souci. merci de nous donner. Voilà. Donc, on va passer aux questions. Ça commence un tout petit peu. Euh, on a par exemple une question d'une adjointe qui se pose de la question de justement de l'encadrement dans un établissement. Comment dire, faire face à ces vulnérabilités des enseignants quand on est encadrant, chef d'établissement, adjoint, etc., au niveau de l'établissement. Ah, c'est une bonne question parce qu'en fait, le premier à s'en apercevoir, bien évidemment, tout de suite, à part les familles, si le gamin raconte des choses, c'est à l'époque où le censeur, ou enfin on pourrait dire l'adjoint aujourd'hui, ou le chef d'établissement. Donc dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on voit, toujours pareil, hein, dans les dossiers personnels, c'est qu'il va y avoir un temps, quelque part, de discussion entre l'enseignant et son chef d'établissement, et qu'il enfin, il y a assez souvent un vrai dialogue en essayant de l'aider. Enfin, ça peut être des conseils. Beaucoup de chefs d'établissement, déjà à l'époque, étaient d'anciens enseignants, hein. Donc, ça peut être des conseils. Ça peut être le fait d'accepter, par exemple, qu'il y a un certain nombre de sanctions prises s'il y a quelques meneurs dans le chahut, enfin, des choses comme ça. On voit une forme de solidarité qui peut être là. Et puis, si ça se règle pas ou si les questions sont plus graves, c'est là où le chef d'établissement, quelque part, bah, passe à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'il y a un courrier bien souvent vers l'inspecteur d'académie à l'époque, qui va lui-même peut-être venir voir, qui peut-être lui-même va essayer de trouver des éléments, si c'est possible, de remédiation. Je vous disais tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup, hein. On ne renvoie pas en formation. J'ai pas vu d'éléments à l'époque. Euh, euh, on va muter, on va accorder éventuellement un congé si c'est un état de fatigue ou des choses comme ça. Et si l'inspecteur estime que
c'est plus grave encore, ça remonte jusqu'au recteur. On a tous les courriers comme ça qui sont conservés. Et puis ben, là, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il n'y a pas de politique quelque part. Si je pars du second degré, hein, il y a très peu de politique de reformation. C'est des mutations. Mm. On va muter. Voilà. Alors, je sais pas après si la question, elle était sur aujourd'hui. Si, si, elle était clairement sur aujourd'hui. Ah, sur aujourd'hui. Euh, Bah, et- là, moi, j'y suis plus dans les établissements, mais c'est évident qu'il y a un dialogue. C'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Essayer d'identifier déjà, je pense, la difficulté ou les difficultés, si je reprends le terme, c'est-à-dire la vulnérabilité, essayer de voir si on peut y remédier à l'interne, et puis après, ben, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mise en danger ou de l'enseignant ou des élèves, quoi. Enfin, euh, mais c'est vraiment pas simple. Parce que là, elle parlait de se servir un peu des méthodes des politiques des RH dans les entreprises pour... Oui, ben, oui, oui. Mais c'est un peu ce que faisaient bah, ce que font encore, hein. Moi, je suis historien, je suis tourné vers le 19e, hein, donc, mais c'est ce que font aussi je pense, les chefs d'établissement systématiquement, hein. Quand ils mm, sentent qu'il y a un de leur personnel qui est en difficulté, c'est de savoir si ça va, s'il y a des difficultés familiales ou pas, si c'est un rapport à la classe, si c'est, bon, il y a ces éléments-là. La question, c'est quand c'est vraiment des vulnérabilités très fortes, qu'est-ce qu'il y a comme autre solution? mm, Où on peut affecter ces personnes, qu'est-ce qu'on peut leur proposer d'autre pour mm, un temps, peut-être pour les sortir. mm. Il y a pas énormément de pistes de remédiation fortes, hein. Et dans les corps d'inspection, enfin, je sais qu'à l'Académie de Versailles, il y a une partie, enfin, il y a un inspecteur ou une inspectrice qui Oui, est oui. chargé des gens qui sont en train de burn-outer, etc. Nous, Je ne sais pas nous si aussi, même c'est général. chez nous, à l'Institut de formation, il y a un dispositif pour le stagiaire, le jeune stagiaire, enfin celui qui a 1 an ou 2 d'ancienneté. Si vraiment il y a des soucis, et son tuteur ou le chef d'établissement, on essaie quelque part un peu, ouais, je sais il y a des dispositifs qui existent pour essayer de les ramener un peu en formation, d'essayer de cibler à un moment ou à un autre sur la difficulté majeure pour essayer un petit peu d'y remédier. Mais c'est pas forcément simple. Est-ce que je peux poser une petite question en attendant si Thibaut? on a d'autres? Oui, ben, mais merci beaucoup, hein. J'ai suivi les conseils de Séverine Perrer. Je me suis installé confortablement dans le fauteuil et je vous ai écouté. Donc, un grand merci. J'avais deux petites remarques et deux petites questions. La première, en vous écoutant sur les métiers d'usure, sur la remarque, ça fait quand même écho à tous les débats qu'il y a eu récemment sur les métiers pénibles et sur les retraites. Donc, je pense que ça fait écho quand même et en contrepoint avec la vision un peu des enseignants qui ont un métier facile avec beaucoup de vacances. Donc, voilà, c'est pas mal de voir que historiquement, il y avait déjà cette prise en compte, enfin, en tout cas, cette vision de la pénibilité. Après, les deuxième remarque sur les cas un peu d'indiscipline à l'école, quand on voyait les dessins, les pièges et les farces qui étaient faites aux enseignants, je me demandais si, mais ça c'est mon point de vue un peu de sociologue, si la criminalisation de ces comportements qui est beaucoup plus forte aujourd'hui dans les discours politiques et dans les médias, viendrait pas justement que comme les publics ont changé, bah, du coup les auteurs, la classe sociale des auteurs des farces ont changé et du coup on a tendance à plus les criminaliser. Voilà, c'était une petite hypothèse un peu sociologique qui m'est venue. Et j'avais quelques questions du coup pour l'historien. Euh, du coup, vous avez dit que vous rentriez pas là-dedans, mais est-ce il y a eu un nombre croissant de non titulaires? Est-ce que du coup, les profils de non titulaires, il y avait des chiffres à un moment, est-ce que ça a changé? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de contractuels, etc. Et à mon sens, ça peut jouer sur la vulnérabilité que vous appelez vulnérabilité politique, parce que du coup, on est encore plus, alors même pas mutable, mais du coup éjectable du coup du jour au lendemain. Deuxième question, vous avez parlé d'une évolution du profil social des publics scolaires. Est-ce qu'il y a une évolution, de quelle manière s'est fait l'évolution du profil social des enseignants? Est-ce que de la même manière, c'était des personnes comme leur public, du coup, triées sur le volet? Et moi, en tant que directeur du coup de la licence de sciences d'éducation, j'avance toujours l'hypothèse sociologique aussi qu'il y a, avec
la perception des dégradations du métier, etc., ça fait venir des publics aussi, comme les publics scolaires, ça fait venir des publics en fait aussi beaucoup plus de classe populaire. Et du coup, bah, ça crée des nouveaux enjeux, des nouvelles problématiques sur, je sais pas, l'expression écrite et orale, on parle du niveau des enseignants, etc. Voilà, je voulais avoir votre éclairage sur votre vision historique sur ces deux éléments-là, le nombre voilà, le nombre et le type des titulaires et le profil social des enseignants. Et merci beaucoup, hein. D'accord. Je vous rejoins sur la question des retraites, etc. J'ai pas du tout parlé. Il aurait fallu que je fasse aussi un discours qui soit plus genré sur les. Parce que voilà, mais la plupart de mes exemples, c'est des hommes. Hmm. Et en réalité, il y a aussi beaucoup de difficultés pour les enseignantes femmes, et en particulier pour les congés maladie, tout ce qui est lié à la maternité, etc. C'est un système qui est longtemps extrêmement dur, hein. Elles ont droit à presque rien. Et elles arrivent, elles aussi, usées, bien souvent, en fin de carrière. Mais ça, je ne l'ai pas dit. Sur la question de l'indiscipline, etc., euh, ouais, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez raison. Après, moi, je vois quand même ça a été étudié par une collègue, Agnès Tircé, qui a écrit un bouquin sur l'histoire de l'adolescence, mais qui a aussi écrit un article dans l'histoire de l'éducation sur les révoltes de lycéens. C'est un monde, c'est un monde bourgeois, on est bien d'accord, hein. Il faut pouvoir payer cet enseignement secondaire. Je parle du secondaire, hein, qui n'est pas gratuit jusqu'à vers 1927-1933. Or, elle a montré qu'au XIXe siècle, dans ce milieu très privilégié, il y a plus de 200 révoltes de lycéens. Et des révoltes particulièrement dures, hein, avec un chef, on organise des choses. Enfin bon, Euh, donc c'est pas forcément systématiquement lié au fait que ce serait démocratisé. Enfin, vous voyez, ces enfants de la bourgeoisie quelque part. Alors après, il y a des explications, hein. C'était une discipline qui était tellement dure qu'ils la supportaient plus, etc. C'est Moi, un j'avais monde qui est. l'impression qu'au contraire, c'était plus criminalisé aujourd'hui, médiatiquement et politiquement, avec, je sais pas, on va tout de suite pointer que c'est le problème des banlieues, le problème aussi des Ah problèmes oui, liés à au niveau l'immigration. médiatique, oui. Tandis que j'ai l'impression que mais c'est peut-être une impression aussi, parce que c'est rigolo toujours de voir des caricatures, mais j'ai l'impression que dans les caricatures, on est un peu plus avec un regard un peu, oh, les enfants sont cruels, la guerre des boutons, etc. Ouais. On n'est pas dans des personnes qui ne savent plus, qui ne sont pas des citoyens et qui doivent être redressés. On est plus dans, bon, bah, c'est des adolescents qui font des choses cruelles et les enfants sont cruels, c'est comme ça. Et je me demandais si ce changement de regard n'était pas dû au changement de public, justement, et que voilà, c'est pas des En criminels en partie. blanc, c'est des En criminels. partie, mais il y a quand même des éléments. Je pense à un certain nombre de révoltes, même dans les grands lycées parisiens, Henri IV ou Louis le Grand, dans les années 1880. euh, c'est déjà très très médiatisé quelque part. Alors c'est vrai que c'est pas exactement le même contexte. C'est Hmm. le contexte d'opposition entre le public et le privé en fait. Et donc, comme on est au début, en pleine période de laïcisation, le camp opposé à la laïcité et à l'école républicaine, bien évidemment, il fait sa une avec ses révoltes en disant, bah, regardez, c'est quoi de cette école de la République, puisqu'il n'y a plus de religion, puisque, etc., ils font n'importe quoi, et ça devient des barbares. Et, par contre, oui, c'est vrai que je vous rejoins là-dessus. Alors après, pour vos deux questions sur des non titulaires, il y en a eu tout le temps, en fait, mais avec des pics au moment où ça se massifie beaucoup. Euh, dans le primaire, par exemple, enfin, dans le primaire, en fait, quand on regarde bien, euh, on a, bon, je ne vais pas entrer dans la polémique, mais un de nos ministres voulait quelque part faire des écoles normales rénovées là, il y a récemment. Bon, on a l'impression que tout le monde passait par l'école normale, que c'était voilà, toutes les générations d'instituts et d'institutrices sont passées par les écoles normales. Il y a vraiment des périodes où non. C'est quelqu'un qui est doué, qui va assister au cours de son instituteur, et puis à un moment ou à un autre, voilà, petit à petit, comme il y avait déjà un vivier, alors on n'appelait pas contractuel, mais de gens qui étaient comme ça, un peu baladés. Alors eux, évidemment, ils sont encore plus vulnérables parce que c'est évident. Et on le voit nettement dans les années 50-60, où ça recrute. On recrute beaucoup on appelait à l'époque de maîtres auxiliaires, quoi, quelque part. Et alors après, mais alors là, je suis incapable de le faire parce qu'il faudrait s'y mettre, enfin, avec tout un tas de processus pour ensuite être titularisé au bout d'un certain temps ou de pouvoir passer un certain nombre de concours. Enfin bon,
Mais c'est très compliqué. Et dans le secondaire, c'est un peu pareil, hein. On va avoir à un moment le recours à beaucoup de maîtres auxiliaires parce que les concours rapportent pas assez de candidats, hein. Et Ouais. donc, eux, ils sont encore plus exposés parce que mutés d'une année sur l'autre, dernier arrivé à qui on va mettre les classes bah, que les autres ne veulent pas. Enfin, on retrouve ces éléments-là déclinés au carré, quoi, je dirais. Et on retrouve ça enfin, au 19e, c'est surtout les surveillants, en fait, qui. Bon, là, c'est pas, on n'est pas là, sur cette thématique-là aujourd'hui, qui sont vraiment dans une situation de corvéable à merci. Et alors, eux, ils sont dans une vulnérabilité encore plus grande, hein. Ils sont sous l'autorité du chef d'établissement, et quelque part, ils sont mutables, corvéables à merci. Donc, non, non, cette question-là des non-titulaires, elle existe réellement. Et après, sur les mutations sociales des personnels enseignants, alors c'est extrêmement intéressant. Il y a encore du boulot à faire. Sur le primaire, en fait, les écoles normales ont vraiment servi de tremplin social. Enfin, Mm. là, il y a des travaux, il y a beaucoup de travaux. Enfin, c'est évident, hein. Le fils d'agriculteur ou la fille d'agriculteur qui se dit, oh, bah, finalement, je voudrais pas faire le métier de mes parents. Je suis bonne à l'école. L'instituteur, l'institutrice, il veut bien m'aider. Je vais pouvoir aller un an ou deux dans l'école primaire supérieure pour préparer le concours. Ils passent dans une autre catégorie, ils deviennent enseignants, instituteurs, institutrices. Ça a réellement existé. On avait commencé à le faire, puis on n'a pas allé jusqu'au bout. Sur le bassin minier, enfin, etc. Il y a des parcours quoi, qui montrent vraiment c'est un moyen de quitter la mine, c'est un moyen de quitter. Ça, c'est évident. Et Euh, salarié pendant la formation. ah oui, 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 bah oui, c'est tout C'est l'intérêt. ça qui permettrait. L'intérêt, c'est qu'il ne faut pas de licence et pendant longtemps, jusqu'en 40, il ne faut pas le bac. Mm. Donc ça permet de venir de l'école du peuple, de l'école communale, Mm. de ne pas aller avoir à payer les études secondaires payantes, et puis quelque part de rester dans son département, déjà, hein. Donc il y a ça aussi, et d'avoir une carrière intéressante. Donc pour les garçons, oui, pour les filles encore plus, au 19e, bah, parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers hein, pour une femme, donc l'institutrice, c'est intéressant. Ce que montrait, enfin c'est pas Christophe Charles, j'ai oublié son prénom, Frédéric Charles, dans les bouquins qu'il a publiés, c'est que ça commence à bouger à partir des années 80, en grande partie. C'est-à-dire que plus on a haussé le niveau, quelque part, d'exigence pour entrer dans le métier de PE, et quand on regarde bien, ça va vite, hein. Juste avant 40, il n'y a pas besoin du bac. À partir de 1940, il faut le baccalauréat. Je sais plus, 79, il faut le DUG, donc bac plus 2. Jospin, 89, il faut la licence. Et puis aujourd'hui, il faut le master 2. Bah, que ce recrutement de plus en plus haut, il a entraîné le fait que les métiers de professeurs des écoles, c'est le terme qu'il emploie, hein, se sont un peu embourgeoisés, quoi. C'est-à-dire que concrètement, on a des classes sociales plus hautes qui deviennent professeurs des écoles que sous la Troisième République. Ce qui peut aussi peut-être expliquer une forme de désillusion, de complexité. C'est pas forcément le même habitus que les classes populaires des quartiers difficiles, quoi. Ça, c'est pour le primaire. Pour le secondaire, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faudrait plus de travaux sur le 19e. Il y a un ouvrage de Jean-Michel Chapouly hein, qui est euh, enseignant un métier de classe moyenne. En fait, c'est ça. C'est-à-dire dans le secondaire, c'est un métier de classe moyenne. On a atteint une forme de notoriété culturelle au 19e et au début 20e. On est enseignant au collège, au lycée. C'est un statut dans le savoir, dans le statut culturel quelque part. Mais il montre bien que la paye étant ce qu'elle est, euh, les enseignants du lycée, même au 19e, hein, rejoignent pas l'élite sociale de la ville, hein. Ils vont rejoindre les sociétés savantes, ils vont s'engager dans un. Mais ils sont pas dans l'élite sociopolitique, quoi. Alors, est-ce que ça a changé? Oui, aussi, mais peut-être là un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire comme il y en a Mm. fallu de plus en plus Mm. d'enseignants du secondaire, ça s'est à une certaine époque démocratisé, je pense un peu, le recrutement.
Moi, c'était ça le sens de ma question. Ouais, Je je pensais pense. qu'il y a peut-être eu un pic, un moment, puis là, ça se Ouais, démocratise, même pour professeurs depuis. des écoles, c'est mon sentiment. Mais hum, par contre, le fait que systématiquement on hausse le. C'est un Hum, des enjeux des débats actuels, hein. hum, Est-ce qu'il ne faudrait pas redescendre la place du concours pour avoir plus de viviers? Parce que le vivier des personnes vraiment présentes aux écrits du PE ou du CAPES et autres, quand on regarde bien, il diminue, hein, parce qu'il faut pouvoir tenir des études jusqu'à Master 1, Master 2. Ça fait quand même Bac plus 5, Mm. pouvoir quelque part mener sa vie d'étudiant, d'étudiante jusque-là, sans certitude, parce qu'en plus, bon, du résultat du concours, ça fait que peut-être quelque part, on a un peu refermé la porte. Euh, mais là, il faudrait des études plus ciblées, vraiment sociologiques, quoi, pour voir un peu qui a le concours maintenant. Ça serait intéressant de voir un peu les origines, quoi. Et il y a une question qui demandait si vous avez comparé public-privé dans ces, enfin, enseignement public, enseignement privé, dans justement ces Dans les... vulnérabilités, avec le sentiment que le public est très centralisé, le privé beaucoup plus éparpillé, etc. Et est-ce que, sur le plan des administratif, je ne parle pas du chahut dans les classes, mais je pense sur le plan des souffrances administratives, est-ce qu'il y a une différence? J'ai pas, on l'a pas travaillé. Bon, il y a des documents qui permettraient certainement de. Mais dans l'ouvrage, par exemple, on n'a pas fait de place quelque part à cette dimension du privé. Euh, après, moi, je pense qu'il y a des questions de chahut, etc. Il y en a aussi. Enfin, Ça, non, je mets ça à part. Mais bon, ben, voilà. Après, c'est les questions de formation. Est-ce que la formation elle était là aussi insuffisante? Je pense aussi à un moment ou à un autre. Et après, dans la gestion, est-ce qu'il y a une réactivité plus gestion des forte? personnels. Ouais, Gestion voilà, des c'est ça. Ouais. personnels. Dans Mm. le recrutement plus local des personnels et autres, certainement, hein. Mais après, faudrait vraiment creuser davantage. Là, moi, j'ai moins d'éléments voilà, sur, là-dessus. Et Alors, on autrement, voit tout de suite l'argument de dire, ah oui, mais dans le privé, il y a moins d'élèves en difficulté, enfin, mm, mm, ce qui n'est pas forcément systématiquement vrai. Bon, donc voilà, alors forcément, il y a moins d'élèves en éducation prioritaire, etc. Ils peuvent se débarrasser des élèves, mais tout ça, ça règle pas cette question, quoi. Non, par mm, contre, pour rejoindre Anne-Marie sur l'administratif, ce que j'entends beaucoup plus de la part de nos étudiants, c'est déjà le calcul stratégique des places au concours, qu'on comprend Ouais. tout à fait, et aussi ce que vous parliez avec le système des mutations. Il peut y avoir des recrutements où on est sûr d'aller dans tel établissement et pas d'être muté à l'autre bout de la France. Et vous parliez tout à l'heure, c'est vrai, de déplacer ses meubles, mais aussi déplacer ses conjoints, conjointes, Ah, ouais, enfants, ouais. voilà, ses structures familiales. Donc, c'est vrai que ça pèse beaucoup dans le choix des. Et on a, en fait, dans les courriers, on a même beaucoup de lettres des épouses, en fait. Hmm. L'enseignant, il n'ose pas écrire ou il veut pas écrire. Et c'est, je sais pas, peut-être par peur de se faire mal voir. Et c'est l'épouse qui écrit à l'inspecteur d'académie ou au 19e en disant, bon, bah, maintenant, ça suffit, voilà, ça fait 4 fois qu'on bouge, il faudra rescolariser les enfants ailleurs. Il y a tous ces frais-là. Ouais. Il y avait eu une discussion là avant que le projet ne tombe avec la dissolution en juillet, euh, la commission RIAC là, à l'Assemblée nationale. Et une des questions qui posait quand il y avait les auditions, c'était ça, c'est-à-dire que euh, en fait, les professorats des écoles, on est sûr de rester un peu dans le coin. Mais par contre, en second degré, leur grande difficulté, c'est que justement, toutes les cartes sont rebattues et puis que une partie de la jeune génération se dit, ben non, moi, j'ai pas fait tout ça pour partir à Créteil ou pour partir. Voilà, donc moi, c'est parmi les premières fois où on a des lauréats de CAPES qui, à un moment, se disent, ben non, j'y vais pas. Voilà. Hmm. mm. Ils ont le Ah oui, concours, oui. ils ont leur affectation, ils font leurs calculs. Ben voilà, mon salaire, ça va être de ça. Je suis en grande banlieue parisienne. Je fais mon calcul, je vais devoir me loger, je suis pas logé. Ça fait tant, je vais dépenser tant de transport.
il reste ça. Non. Oui, on a des gens qui renoncent au concours Ah oui, et oui, qui oui. préfèrent Ouais. rester en maître auxiliaire, enfin Et l'équivalent. ou alors qui préfèrent rester, voilà, nous c'est pareil. Ouais. Qui Oui, se disent, bon, bah, je fais mes calculs, non, je préfère rester, je suis libre d'accepter, de pas accepter ce qu'on me propose, oui. plutôt que de rebattre les cartes systématiquement, comme ça, quoi. Et par curiosité, on parle beaucoup dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de mariages blancs arrangés pour gagner des points, pour aller. Est-ce que ça, historiquement, ça a toujours été, est-ce qu'il y a des archives comme ça sur ce type d'arrangement pour gagner des points et avoir ces Alors, mutations? ça, par contre, ça va être très, très compliqué. Non, non, par contre, des couples pédagogiques, comme on disait, oui, ça, il y a énormément de traces, en particulier dans le primaire, hein, de l'instituteur qui épouse l'institutrice. Enfin, Hmm. alors, il y a plusieurs raisons, hein. Peut-être que les deux écoles normales, elles n'étaient pas très lointaines, qu'il y avait des sorties où on pouvait se rencontrer, des balles de fin d'année et autres. Et puis après, c'est vrai que on le trouve dans pas mal de bouquins, c'est aussi quelque part la possibilité à un moment d'avoir un poste un peu double, de s'installer dans une commune. Mm. Et comme la commune loge, ça veut dire que quelque part, là, peut-être, on aura nos deux salaires, le logement, le jardin. Hmm. Ça peut permettre un peu de sortir de la complication. Dans le secondaire, faudrait vraiment regarder parce que le fait d'avoir des points parce qu'on est marié, je sais pas quand c'est apparu. Enfin, concrètement, je pense que pendant longtemps, ils tiennent même pas compte de ces éléments-là. Euh, et après, il faudrait voir quand vraiment ça va être des barèmes avec des points. Voilà aussi, pendant longtemps, il n'y a pas de barème, hein. Quand on regarde, c'est le recteur avec l'inspecteur, à la demande du chef d'établissement, parfois qui peut jouer un petit rôle en disant, bah voilà, monsieur Untel est chez moi, pas titulaire, ça se passe très bien. J'aimerais bien qu'il reste là. Ça peut avoir son rôle, mais il n'y a pas vraiment de point. C'est pas très transparent, hein. Et Bon, est-ce qu'il y a dans ces vulnérabilités enseignantes, est-ce qu'il y a des spécificités françaises par rapport à ce que vous pouvez avoir entendu historiquement ailleurs? bah, Le poids notre, spé- d'administration paraît plus lourd que notre dans... système, il est tout le long du 19e, il se centralise en fait. Mm, Bon, là, ça serait encore une autre conf, parce qu'en fait, au début, c'est le local qui domine, en fait. mm, Pendant des siècles et des siècles, mm, c'est localement que ça se décide. On ouvre une école, on n'ouvre pas une école, etc. Bon, euh, le 19e siècle avec Napoléon, puis tout le 19e, 20e, va faire en sorte qu'on ait les mêmes règlements, les mêmes codifications, les mêmes programmes, les mêmes carrières, les mêmes... donc, il y a un effort pluriséculaire de centralisation, mais qui va aller très très loin en France. mm. Alors, moi, je l'avais montré même pour le supérieur. On ne peut pas changer les cheminées ou les chauffages dans une faculté sans un courrier en triple exemplaire déposé chez le ministre, quoi, pendant longtemps. Donc ça, c'est quand même un peu spécifique à la France, hein, cette idée d'un cadrage général, cette idée aussi, quelque part, d'un ministre tout là-haut, de la direction du second degré, qui va gérer votre carrière, tout le long de votre carrière, en vous mettant une fois à Aix, une fois à Bordeaux, une fois... voilà. Certains pays, c'est du démarchage individuel presque. Enfin, vous allez devant l'établissement, puis vous dites, voilà, je suis volontaire. Ça, c'est peut-être une spécificité quand même. Mm. Après, je verrais peut-être aussi les concours. Mm. Le système concours, recrutement par concours qu'on n'a pas dans certains pays, hein. Ouais. Donc, c'est un diplôme qui est exigé, puis une fois que vous avez votre diplôme, vous êtes considéré comme apte Mm. à aller enseigner, puis vous essayez de trouver une place. Mm. Nous, on a toujours gardé les deux. Il y a Ce des qui pays où fait. la formation continue est Et, bien plus présente. On recrute sans concours, mais on forme tout le temps. ouais. Ah bah nous, là, on forme presque plus, hein. Enfin, très Mm. clairement, quand on regarde bien, Mm. il y a pratiquement plus de formation continue, hein. Il n'y a plus de moyens, il y a plus, les collègues, c'est pas forcément la formation continue qu'ils veulent, parce qu'elle est devenue très réactive à l'actualité, en fait. Elle n'est pas forcément toujours disciplinaire. Mm. Elle est pas là où ils aimeraient bien pouvoir se former, mais il faut former à telle urgence, telle urgence.
tel dispositif que le ministère met en œuvre. Mm. Donc c'est de la formation de masse, Mm. mais qui n'est Peut-être que cela pas c'en assez était une. fine. Peut-être que ce soir, c'en était une pour des enseignants qui nous écoutent, du coup. Ouais, peut-être, ouais. Mais bah ouais, puis il y a des horaires parfois qui sont pas évidents. Enfin, donc là, il y a un vrai chantier. C'est clair que sur la formation continue, il n'y a plus, il y a plus grand-chose, quoi. Écoutez, je regarde mon ordinateur, il est 19h01, donc nous sommes dans les temps. Donc, quand on était en présence, on faisait les applaudissements. Là, on va le faire comme Ouais. ça. Très bien, Alors, bah, je vous bonjour tout le monde. remercie. Et puis donc, n'hésitez pas, ou s'il y a des collègues en ligne qui ont des questions, je crois qu'à la fin du PowerPoint, Oui, il y aura mon j'ai vu adresse. j'ai vu que vous aviez mis votre adresse, donc on pourra vous écrire. Et merci pour cette belle intervention, Liton. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc là, Eh le ben, je vous public vous l'envoie là remercie. dans la demi-heure. Je vous envoie le Voilà. PowerPoint. Et c'est vrai que votre PowerPoint va être, on va le relire avec beaucoup d'intérêt parce que on a vu qu'il y avait beaucoup de richesse et je comprends que vous ayez un peu survolé de temps en temps. Ouais, euh, ouais, ouais. non, Je peux pas, je peux pas tout lire, sinon. voilà. Mais nous, on va le lire. On va le lire. Très bien, mais bonne soirée. Au revoir. Et un grand merci. Au Merci revoir. Merci beaucoup. beaucoup.